Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'écouter Tour d'Horizon pour cette deuxième émission. Vous avez été très nombreux pour la grande première, plus de 500 visionnages sur YouTube et Spotify, nous vous en remercions. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce rendez-vous qui nous tient à cœur. Tour d'Horizon, c'est votre dose d'actualité et d'analyse autour de 7 thématiques, 7 chroniques qui vous proposent un point de vue, une réflexion et une ouverture sur l'actualité et les grands sujets de société. Sans plus attendre, au sommaire de cette deuxième émission, la curieuse malédiction des rois de France et la chute du studio Ubisoft, des explications sur la baisse drastique du thermomètre ces derniers jours, le traité du Mercosur ou encore l'élection présidentielle bouleversée par TikTok en Roumanie. Bienvenue et merci d'écouter Tour d'Horizon. Alors, petite exception pour aujourd'hui, vous ne retrouverez pas vos chroniques de l'édito politique d'Antoine Boré et votre chronique féministe On s'éveille avec Élise Leroy, vous les retrouverez en janvier. Mais tout de suite, ouvrons tout de suite cette deuxième émission avec le billet écho, Eugénie Villemet. Alors Eugénie, tu as choisi dans ton billet de parler du Mercosur et d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne qui divise entre promesses économiques et inquiétudes écologiques. On fait le point avec toi sur les enjeux de cet accord qui pourrait modifier profondément les relations commerciales entre l'Europe et l'Amérique du Sud. En effet, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur est l'un des projets commerciaux les plus commentés de ces derniers jours. Négocié pendant 20 ans avant un accord en 2019, il promet de dynamiser les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Sud, mais restait toujours bloqué jusqu'à sa finalisation ce vendredi. Et alors qu'est-ce que le Mercosur ? Ce marché réunit plusieurs pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Créé en 1991, il vise à faciliter les échanges commerciaux dans la région sur le modèle de l'Union européenne. Et alors que prévoit cet accord qui clive autant ? L'accord prévoit une réduction des droits de douane, ce qui faciliterait les exportations européennes de produits comme les voitures, les vêtements, le vin ou encore les machines-outils. En échange, les pays du Mercosur exporteraient de la viande, de bœuf, du sucre ou de l'éthanol en Europe à des tarifs douaniers réduits ou nuls. Pour éviter de déstabiliser les marchés européens, l'importation est limitée en termes de quantité. Le Brésil, moteur économique du Mercosur, est un géant agricole. Premier producteur mondial d'oranges à jus, de sucre, de café et deuxième pour le soja, le pays est aussi un poids lourd dans la production de viande de bœuf. L'Argentine, de son côté, se distingue par son élevage bovin avec un troupeau de 54 millions de têtes et une production de blé qui atteint 20 millions de tonnes par an. Cependant, leurs pratiques agricoles, comme l'usage massif de pesticides, de variétés transgéniques et d'aspersions aériennes, suscitent de fortes critiques. Pour les agriculteurs européens, cet accord est synonyme de concurrence déloyale. En effet, il dénonce des normes de production moins strictes en Amérique du Sud. Par exemple, certains pesticides interdits en Europe sont autorisés là-bas, tout comme les hormones de croissance pour le bétail. Ces pratiques permettent des coûts de production plus faibles, mais posent des questions sanitaires et environnementales. Et alors justement, est-ce que l'impact écologique rentre en compte dans cet accord qu'on pourrait penser à première vue seulement économique ? L'impact écologique est un autre point de tension majeur. La déforestation en Amazonie, souvent liée à l'expansion agricole, inquiète. Beaucoup craignent que l'accord n'aggrave cette situation. L'Union européenne exige des garanties pour éviter l'importation de produits issus de terres déboisées, mais les négociations avancent difficilement. Et alors en France, quelle réaction suscite l'annonce d'un accord avec le Mercosur ? En France, l'opposition est forte. Les agriculteurs, soutenus par des syndicats comme la FNSEA, dénoncent un risque majeur pour leur filière. Le gouvernement français, lui, a déclaré qu'il serait contre l'accord. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur a été officiellement finalisé ce vendredi. Une étape décisive, certes, mais pas encore définitive. Les États membres doivent encore se prononcer. Et la France affiche déjà une opposition ferme, dénonçant un accord qui n'engagerait que la Commission européenne. Entre ambition économique et crainte d'une concurrence déloyale, cet accord risque de faire encore couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir. Merci beaucoup Eugénie. Il est temps à présent de retrouver la chronique Les ondes du climat avec Timéo Lepère.
Alors vous en avez probablement entendu parler ou ressenti les effets. Une descente d'air polaire s'abat sur la France depuis ce week-end. Le thermomètre est en baisse, le sol se tapisse de blanc par endroits et c'est un temps à sortir les bonnets et les écharpes, mais aussi et surtout à expliquer ce qu'est l'hiver, Timéo. Oui Théo, si vous grelottez particulièrement ce lundi, c'est à cause du vent continental associé à une masse d'air froid. Rien de remarquable pour une saison hivernale et pourtant vous avez certainement surestimé l'écart de température à la normale. Si je vous dis que nous observons ce lundi précisément ce que le thermomètre affichait en moyenne entre 1971 et 2000 à cette période, il est peut-être difficile de me croire. Alors rassurez-vous, c'est plutôt normal et c'est encore de la faute du changement climatique. Il faut dire que la hausse moyenne du mercure chamboule notre conception de l'hiver. Pour le dire plus concrètement, nous ne sommes plus habitués à avoir froid. Le même phénomène se produit en été lorsque des températures autrefois exceptionnelles nous le paraissent aujourd'hui beaucoup moins. Ce processus, on l'appelle le biais de ressenti et il va continuer à s'accentuer dans les années à venir à mesure que les températures augmentent. Et au-delà de ce biais, est-ce qu'il y a d'autres discours qui supposent que le froid est la preuve de l'absence de changement climatique ? Ces mêmes discours sont des arguments régulièrement utilisés au sein de la communauté climato-sceptique. En ce sens, ce n'est plus simplement un biais, mais bel et bien une confusion entre deux domaines scientifiques, la météo et le climat. Ils sont pourtant bien différents, ces domaines. Le premier se mesure sur une courte échelle de temps, tout au plus quelques jours, quand l'autre concentre des données sur près de 30 ans. La météo est très variable quand le climat change sur plusieurs années. On pourrait les comparer à votre comportement. Le climat désignerait votre tempérament, votre personnalité, alors que la météo relèverait de vos sentiments. On vous décrirait peut-être comme globalement calme et bienveillant, c'est votre climat, mais il arrive plus ponctuellement que vous soyez en colère et moins avenant, ça fait partie de votre météo. Ce n'est donc pas parce qu'il fait froid pendant une période que le réchauffement climatique est remis en cause. Je rappelle d'ailleurs que sur les 365 derniers jours, 280 ont été plus chauds que la moyenne de référence contre seulement 85 plus froids, et que l'année 2024 est en passe de devenir la plus chaude jamais enregistrée sur le globe. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et alors Timéo, on a vu que nos hivers changeaient, et avec eux la période de Noël qui arrive à grands pas. Oui, à la couleur du Père Noël se joint celle des cartes météo. La description des périodes de fête ces dernières années est plutôt explicite. Les Noëls au balcon se succèdent et avec eux, l'espoir de voir la neige s'effondre. C'est pourtant le phénomène météo le plus convoité le 25 décembre. Alors qu'on se le dise, le fait d'observer plus d'1 centimètre de poudreuse en pleine à cette période a toujours été rare, en moyenne tous les 10 à 20 ans selon les régions. Mais force est de constater que les statistiques diminuent et que la probabilité d'un Noël blanc s'élève aujourd'hui tout au plus entre 1 et 5% en pleine, avec une probabilité un peu plus importante dans l'est de la France. Le dernier Noël blanc ce fut en 2010, il y a près de 14 ans. On avait alors relevé près de 26 cm de neige le 25 au matin à Strasbourg et une quarantaine de centimètres en Lorraine. Alors pour 2024, même s'il y a peu de chance, les pronostics sont ouverts et finalement à y réfléchir, c'est peut-être aussi la rareté de la neige qui fait qu'on y est tant attaché. Retrouvons à présent un point sur l'actualité internationale avec le tour de presse de notre présentateur, Théo Lajoie. Et Théo, tu as choisi de commencer ta revue de presse avec une décision inattendue de la part du gouvernement tchadien. Effectivement, Timéo, la décision est sans précédent. Le gouvernement de Mahama Idriss Déby a annoncé vouloir couper les ponts avec Paris. Une décision importante selon la BBC qui ne surprend plus tellement. Ses voisins maliens, burkinabés et nigériens avaient déjà accompli cette sortie politique, économique et militaire d'un empire français qui ne disait pas son nom. Le Monde nous l'apprend en expliquant ce, je cite, coup de tonnerre qui rebat les cartes en Afrique. Fini la défense française au Tchad, il est temps pour ce pays de 17 millions d'habitants de s'affirmer libéré. Le ministre des Affaires étrangères tchadien avait déclaré que le pays doit à présent être considéré comme une nation pleinement souveraine et autonome, comme un écho aux voix de l'émancipation africaine qui s'élèvent dans tout le continent et notamment au Sénégal. Même si la porte des relations diplomatiques et amicales reste ouverte au Tchad, c'est une fois encore un échec du maintien de l'emprise française en Afrique. Une décision qui inquiète aussi à l'heure où le continent est de plus en plus en proie aux influences russes et chinoises et où les drapeaux de la France-Afrique disparaissent inexorablement les uns après les autres. D'autres, souvent des migrants clandestins venus du Lesotho ou du Mozambique, un peu plus au sud de l'Afrique, en viennent à incarner une position de criminels. C'est ce que nous explique le Courrier international dans un article qui traite d'une opération policière de grande ampleur en Afrique du Sud. Les forces de l'ordre mènent une lutte acharnée contre des mineurs illégaux, dont la priorité est pour la police qu'ils remontent à la surface de la mine d'or désaffectée de Steenfontein. La police a coupé toute ligne de ravitaillement possible, une stratégie qui fait débat, mais qui est appuyée par la présidence, assimilant le lieu à une, je cite, scène de crime, selon le site Sowetan Live. L'hypothèse que ces mineurs seraient armés est prise en compte, mais les tensions sont telles dans le pays que la situation est à bâton rompu.
Un gouvernement très omniscient sur la gestion de cette crise humanitaire qui brouille les chiffres, associe ces migrants à la hausse de la criminalité dans des guerres de territoire. Et cela devrait durer autant que la crise minière le décidera en Afrique du Sud, pays de plus en plus sujet à des violences et à l'extraction illégale depuis 2023. 2023 a aussi été synonyme d'un célèbre crash d'avion, on s'en souvient, faisant la une du monde entier. Mais ce que l'on peut retenir, un an après la mort d'Evgeny Prigojine, ex-patron de la milice Wagner, c'est que sa gloire ne s'émiette pas, et loin de là. En effet, selon Libération, l'actuel groupe paramilitaire Afrika Korps, qui garde encore des factions Wagner, félicite la Centrafrique pour l'édification d'une statue en l'honneur de l'ancien patron du groupe. Pays parmi les plus pauvres du monde, terreau de guerre civile, coups d'État et régime autoritaire depuis les années 60, la Centrafrique, c'est l'archétype des tensions politiques sur le continent. L'armée nationale, soutenue par Wagner, combat des groupes de rebelles, en grande majorité sur fond de revendications matérielles, par exemple les ressources minières d'or et de diamants. Et l'arrivée de cette milice qui déjoue les codes traditionnels de la guerre est une occasion en or finalement pour le gouvernement centrafricain. Le journal souligne que la statue de Prigojine, très détaillée, fait office de symbole de respect et de bonne entente entre deux parties, l'une étant un gouvernement trahi de l'intérieur par la corruption et les détournements de fonds, à bout de souffle sur le plan législatif, l'autre n'étant qu'une preuve supplémentaire que les sociétés militaires privées sont devenues la norme des conflits du XXIe siècle. Et très récemment, c'est la Roumanie qui a été sous le feu des projecteurs avec de nombreux rebondissements entre annulation du processus électoral et manipulation par TikTok. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Timéo. En effet, la Roumanie n'avait pas connu un tel chamboulement démocratique depuis des années. L'annonce est tombée vendredi 6 décembre. La Cour constitutionnelle du pays annule tout le processus électoral amorcé, dont le second tour devait avoir lieu dimanche 8. C'est une décision sans précédent, d'autant qu'elle s'explique par une avalanche de polémiques, comme le souligne France Info. Pourtant, tout portait à penser, dès l'annonce des résultats du premier tour, que le candidat outsider et indépendant pro-russe Călin Georgescu gravirait facilement les échelons vers le pouvoir en Roumanie. Dans le même contexte de la réélection de Donald Trump de l'autre côté de l'Atlantique, le candidat roumain, ouvertement nationaliste et anti-européen, avait réussi à déjouer les codes politiques et à s'affranchir des méthodes traditionnelles en s'inspirant des campagnes électorales de son homologue russe et via le réseau social TikTok. Et c'est peut-être cela qui a fait douter aux institutions de cette trop facile victoire à accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. Plusieurs rapports et documents font état d'une guérilla coordonnée, toujours selon France Info, comme une nouvelle guerre politique qui vient s'ajouter à la longue liste de celles en Europe. La campagne TikTok aurait, de manière agressive, favorisé sa victoire et l'aurait rendue davantage populaire. De plus, plusieurs enquêtes prouvent que certains comptes TikTok, en soutien aux candidats d'extrême droite, émergeraient tout droit du voisin russe, lequel répond évidemment sur la défensive et nie toute accusation. Les usines à trolls russes et la propagation de tels contenus ne surprennent pas tellement le gouvernement habitué depuis l'invasion de l'Ukraine. Quant au réseau social chinois, il dit, toujours dans une perspective défensive, vouloir se rapprocher de la Commission européenne pour en tirer les vérités. Les Échos s'interrogent aussi sur cet inconnu du grand public, spécialiste de l'environnement, anti-Union européenne dont il condamne toutes les décisions, anti-États-Unis dont la guerre en Ukraine serait selon lui menée par des sociétés militaires américaines. Cela interroge au vu des paradoxes roumains qui l'ont amené à un tel score. La Roumanie est pourtant membre de l'OTAN, soutien diplomatique et militaire de Kiev. Mais cela ne fait pas peur à Călin Georgescu, dont il explique sa soi-disant victoire par un, je cite, réveil extraordinaire du peuple. Déjà connu pour des déclarations choc et un rapprochement intime vers la Russie, le candidat ne déroge pas à cette montée des nationalismes grandissants que l'on observe en Europe, après Orban, Meloni, Poutine et l'extrême droite française. Si le nationaliste revanchard s'affiche comme un redresseur fidèle d'un pays d'Europe de l'Est longtemps délaissé, qui plus est entré dans une méfiance électorale accrue, à voir quelles seront les mesures, les positions, les décisions surtout de Georgescu s'il devient président, et une présidence qui forcément impactera toute l'Europe. La Russie qui se rapproche dangereusement de la Corée du Nord, c'est ce qui inquiète le courrier international. Mais surtout, c'est la Chine qui se voit trahir par l'allié russe. Pékin, aligné comme Moscou et Pyongyang sur un rejet profond de l'ordre mondial occidental, se voit mis de côté au profit d'une Corée du Nord qui revient bruyamment et prestamment sur la scène internationale. La Chine voit d'un très mauvais œil ce rapprochement russo-coréen qui pourrait susciter le renfort d'alliances occidentales en Ukraine, bloquant de fait les ambitions chinoises. D'ailleurs, John Park, membre de l'Atlantic Council, souligne dans le journal un double couteau suisse sur mesure. D'un côté, la Chine se réserve de critiquer ouvertement l'invasion russe de l'Ukraine. De l'autre, la Corée du Nord prend parti en appuyant la haine anti-américaine. Pékin doit jouer un double jeu dans un monde où les questions économiques passent avant et se focaliser sur ses objectifs en veillant à ne pas froisser ni les relations commerciales avec l'Amérique et l'Europe, ni avec le compagnon russe. L'enjeu est aujourd'hui de savoir quelles seront les conséquences du déploiement de forces nord-coréennes en Ukraine.
Enfin, d'autres conséquences sont aussi attendues, celles concernant le Mercosur. Eugénie l'évoquait il y a quelques instants dans son billet de l'Écho. Mais au-delà de cet accord controversé, prenons le cas de l'Argentine, qui après 1 an avec à sa tête Javier Milei, dresse son bilan économique. Et il n'est pas entièrement vert, même plutôt rouge, si on regarde certains indicateurs, nous informe l'Express. Le journal revient sur, je cite, ce grand chamboulement. Alors en décembre 2023, l'inflation elle est galopante, la dette est vertigineuse, l'investissement international recule, la tronçonneuse est nécessaire pour Javier Milei, qui affiche dès le départ un ton ambitieux, presque agressif. Il réduit le nombre de ministères, baisse les subventions, contracte des transferts de dépenses aux provinces, bref, il fait le ménage. Mais son entreprise abrasive, qui nettoie une Argentine concurrencée par ses voisins, est à nuancer. Alors si certes un excédent budgétaire est observé dès le premier trimestre 2024, on observe aussi beaucoup de manifestations, une colère sociale. Le taux de pauvreté a explosé, pour reprendre les mots de l'Express, le pouvoir d'achat en régression et les retraites et les budgets des universités sont au plus bas, conséquence prévisible de ces coupes budgétaires. La descente se confirme, Milei a démoli l'offre et la demande. Mais il assure l'avoir prévu, du moins c'est ce qu'il disait. Ce qu'il n'a au contraire pas tenu, ce sont certaines de ses promesses. Le projet de dollariser l'économie est resté dans les cartons, l'argent reste dans les banques et ne contribue pas à la croissance générale. C'est donc une lente agonie, certes transformée, mais aux effets toujours difficiles pour la population argentine. Le Parlement n'a pas la majorité, les élections de 2025 et 2027 sont les prochaines échéances. Milei transmet un héritage à son successeur à l'image de son propre mandat, terni par des promesses populistes, mais au résultat qui laisse de marbre. Le FMI laisse entrevoir néanmoins une lueur au bout du tunnel selon l'Express, la croissance à 5% pour 2025. L'accord du Mercosur s'incluant en partie dans ses prévisions. Reste à savoir encore si la politique de la tronçonneuse continuera à fonctionner, même quand le bois manque. Ouvrons à présent une page spéciale consacrée aux rois maudits, ceux de France évidemment, mais aussi ceux des jeux vidéo, avec Ubisoft qui connaît ces dernières années une véritable descente infernale, noyée par de multiples échecs en cette fin d'année. Décryptage dans le Flash Culture avec Antoine Charrière. Que se passe-t-il avec Ubisoft ? Le studio français de jeux vidéo est depuis plusieurs années dans la tourmente pour des affaires de NFT ou de harcèlement, mais aussi et surtout pour les échecs critiques et commerciaux de leurs jeux ces derniers temps qui pourraient les mener à la faillite. Ubisoft à l'origine, c'est une entreprise créée en 1986 par les 5 frères Guillemot, originaires du Morbihan. Ils cherchent à diversifier les activités de leur entreprise familiale et remarquent l'opportunité du jeu vidéo en France. On est sur du pur business. Pour l'anecdote, certains interprètent le nom Ubisoft comme un mélange de Ubi, pouvant à la fois signifier Union des Bretons indépendants ou se référer à ubiquité, soit la capacité d'être présent à plusieurs lieux à la fois, et soft pour software, vocabulaire du jeu vidéo. Finalement, ils auraient choisi Ubisoft simplement parce que ça sonnait bien. C'est la raison officielle. Bon, d'abord, dans la distribution, les frères développent assez vite leur premier jeu, qui rencontre un certain succès, leur permettant d'ouvrir leur propre studio à Paris en 1992, puis s'étendre à l'international. Ubisoft va alors connaître un âge d'or, rentrer en bourse en 1996 et s'impose comme l'un des leaders mondiaux de l'industrie vidéoludique avec de vrais AAA équivalents de blockbuster du jeu vidéo. L'un des premiers est Rayman, dont sera extrait la série des Lapins Crétins. On trouve aussi Prince of Persia, Far Cry, Just Dance, Watch Dogs et bien sûr Assassin's Creed, véritable porte-étendard de la firme. Et tout semble donc aller pour le mieux, mais alors que s'est-il passé, Antoine ? Le début du commencement de la tourmente se situe aux alentours de 2020. Niveau vente, le studio se porte bien, malgré la tentative ratée de Battle Royale à la Fortnite avec notamment Hyperscape. Le studio va cependant être critiqué pour sa gestion interne. Libération révèle dans une enquête des cas de harcèlement et d'agression sexuelle, connus de tous et couverts par les RH. L'image du studio est fortement entachée, certains démissionnent quand d'autres sont licenciés, comme Michel Ancel, qualifié dans une enquête interne de directeur de la création aux méthodes toxiques. Bref, c'est pas la joie, mais pas grave, les ventes se portent bien. Et la même année sort Immortal Phoenix Rising, une nouvelle licence très prometteuse à la Zelda Breath of the Wild, plongée dans la mythologie grecque. Bon, les critiques sont bonnes, mais les ventes sont en deçà de ce qui était prévu, mais correctes. Depuis lors, Ubisoft ne connaît que des ventes mitigées, malgré des critiques parfois bonnes, et parfois, souvent, très mauvaises. Mais pas grave, Ubisoft va se diversifier, ils ont l'idée de génie qui va ravir les joueurs avec ce qu'ils présentent comme l'avenir du jeu vidéo, les NFT. Mais alors c'est quoi les NFT ? Alors en gros, pour rappel, c'est un objet numérique unique, comme une image ou un avatar, que l'on peut posséder, acheter et vendre, un peu comme des cartes à collectionner. Le NFT permet de prouver la propriété de cet objet numérique, ensuite ça fonctionne un peu comme la bourse ou la crypto-monnaie, leur prix peut monter ou descendre, on peut acheter ou vendre selon la demande.
Bon, si vous n'avez rien compris, c'est normal. Malgré l'explosion de leur popularité en 2017, le NFT, c'est encore assez nébuleux et opaque. Alors l'industrie est encore assez frileuse quant à son intégration dans les jeux vidéo et surtout quant à son utilité. C'était sans compter sur Ubisoft, qui, visionnaire, lance Ubisoft Quartz, une nouvelle plateforme permettant aux joueurs d'acquérir des digits, en soi des NFT, utilisables dans les productions de l'entreprise, à commencer par Ghost Recon Breakpoint. C'est un échec. Les joueurs râlent, l'incompréhension est totale, cette stratégie semble davantage être une machine à fric qu'une véritable innovation vidéoludique. J'ai surtout l'impression qu'Ubisoft s'est précipité sur une technologie douteuse pour être les premiers sans se rendre compte que ce n'est pas ce que veulent les joueurs. Ils tentent alors, encore aujourd'hui, d'expliquer l'innovation, de démontrer les bienfaits, mais ça ne prend pas. Cette année est sorti en catimini Champions Tactics Grimoria Chronicles, un jeu centré sur les NFT qui, à coup sûr, n'aura pas grand avenir. Et du côté des jeux classiques, les choses s'améliorent-elles ? Non, et c'est même l'inverse. Les ventes sont au mieux mitigées, au pire catastrophiques, de même pour les critiques. La faute à des jeux qui depuis déjà quelques années sont tous buggés, sont trop buggés, peu ou pas finis et surtout trop répétitifs. Certaines critiques évoquent même les derniers jeux d'Ubisoft comme tous interchangeables. Seule l'apparence change mais le gameplay est toujours le même. Les jeux en eux-mêmes sont barbants avec des quêtes toujours similaires et lassantes qui ne se renouvellent jamais. Et relever un véritable manque de créativité qui rend nostalgique de la grande époque qui paraît bien loin. Récemment, le studio s'embourbe avec notamment les mauvaises ventes de Prince of Persia The Lost Crown et l'échec cuisant de Star Wars Outlaws qui démontre que même les grandes licences ne suffisent plus à vendre. En un an, le cours de l'action Ubisoft a été divisé par 3, passant de 31 à 11 €. En plus des joueurs, les actionnaires lâchent Ubisoft, c'est la panique. Ce qui pourrait les sauver, c'est Assassin's Creed Shadow, prochain opus de leur franchise phare qui aurait dû sortir en cette fin d'année 2024, finalement repoussé au 14 février 2025, joyeux Saint-Valentin, pour, j'imagine, terminer correctement le jeu et éviter un nouvel échec qui pourrait leur être fatal. Ubisoft ressort aussi les vieilles licences comme Rayman pour tenter de reséduire d'anciens joueurs. Preuve que l'on est en situation de crise, on retrouvera Michel Ancel sur le projet, celui qui, je vous le rappelle, a été licencié, qualifié de directeur de la création aux méthodes toxiques. L'avenir est incertain, vente de studios, restructuration, licenciement, démission du PDG historique Yves Guillemot ou même rachat d'Ubisoft. Notre studio français est bien loin de l'époque d'Assassin's Creed Unity qui fête cette année ses 10 ans. Merci beaucoup Antoine. Et donc comme tu l'as évoqué, nous fêtons cette année les 10 ans du jeu Assassin's Creed Unity. Opus dont l'action prend place lors de la Révolution française. L'on apprend dans ce jeu entre autres qu'une malédiction aurait été prononcée par le dernier grand maître des Templiers. Place donc à la chronique Mémoire des siècles avec Antoine Rizzo. En cette fin d'année 2024, Ubisoft, le célèbre studio français de développement de jeux vidéo, célèbre les 10 ans de l'opus d'Assassin's Creed se déroulant en France pendant la Révolution. Assassin's Creed Unity. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série de jeux vidéo Assassin's Creed, c'est une série qui transporte le joueur dans diverses périodes historiques et retrace l'affrontement entre les Templiers, qui veulent l'ordre mis au prix de l'esclavage des populations, et les assassins, qui veulent libérer les populations opprimées par les Templiers. Mais cette liberté a un prix, le chaos. Au centre de ce conflit, des objets divins convoités par les Templiers pour leur pouvoir infini. Les principaux artefacts sont les pommes, le livre et l'épée d'Éden. Je vous épargne la longue histoire avec l'entreprise Abstergo, le personnage de Desmond, l'Animus. Si vous voulez en apprendre plus sur l'univers, je vous invite à jouer au jeu ou à visionner les vidéos du protagoniste sur YouTube qui résument une partie de l'histoire et du lore du jeu qui est conséquent. Ainsi, tout au long de notre aventure à travers les différents jeux, nous sommes amenés à rencontrer des personnages historiques, Napoléon, Léonard de Vinci, Cléopâtre ou encore Léonidas de Sparte, mais aussi à revivre des événements historiques, les croisades, la Révolution française, la conquête romaine de l'Égypte en passant par la guerre du Péloponnèse. Dans le 5e opus majeur, Assassin's Creed Unity, nous incarnons l'assassin Arnaud Victor d'Orient qui va traverser les tumultes de la Révolution française. Le jeu débute en 1307, plus précisément le 13 octobre 1307. Le roi de France, Philippe IV, ordonne alors l'arrestation de tous les membres de l'ordre du Temple. Ces arrestations mènent à la condamnation du dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, en 1314. Ce dernier, brûlant sur son bûcher, aurait alors prononcé les mots suivants. « Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Tout de suite après, le jeu nous transporte au XVIIIe siècle, à l'aube de la Révolution française, environ 13 générations plus tard.
Alors cela voudrait dire, Antoine, que l'un des basculements majeurs de l'histoire de France reposerait finalement sur une malédiction du XIVe siècle ? Alors avant d'analyser ces faits, rappelons les raisons de l'arrestation des Templiers. L'ordre du Temple est créé lors des croisades. Cet ordre de moines soldats a accumulé de nombreuses richesses et se sont implantés dans la plupart des pays chrétiens d'Europe. Ces richesses et ce pouvoir vont attirer les jalousies d'autrui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Templiers ne sont pas très populaires en France. Le roi de France, qui doute de leur loyauté, en effet, ils n'ont pas participé à la rançon pour libérer Saint-Louis lors des croisades, et ils sont en conflit avec les papes d'Avignon. C'est ainsi qu'au moment de l'arrestation des membres de l'ordre par Philippe IV, le pape Clément V le soutient. Officiellement, Philippe IV se sert des nombreuses rumeurs sur les mœurs dépravées de ces moines soldats pour les faire arrêter. Officieusement, Philippe IV était accablé de dettes et profite de l'arrestation des Templiers pour saisir leurs biens. Mais les Templiers avoueront pendant leurs interrogatoires avoir eu des mœurs dépravées, pratiquant notamment la sodomie, mais aussi d'effectuer des rituels reniant le Christ. Restons réalistes. Il s'agit du Moyen-Âge, et ces interrogatoires, avec des grosses guillemets, étaient des séances de torture qui ne s'arrêtaient uniquement lorsque le malheureux suspect avouait ce que l'on voulait entendre. 140 Templiers sont donc arrêtés à Paris, dont 54 seront brûlés, dont Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre. Mais alors, ce dernier a-t-il véritablement maudit la France ? Historiquement, la première partie de la malédiction s'est produite, puisque le pape Clément V, le roi de France Philippe IV et le chevalier Guillaume sont morts la même année, en 1314, comme par hasard. Ensuite, le royaume de France va rentrer dans l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. En 1337, éclate la guerre de 100 ans, où la France, bien que ressortant victorieuse, a essuyé à plusieurs reprises des défaites cuisantes qui ont bien failli menacer la pérennité du royaume. Rajoutons à cela le fait qu'en 1348, la France est touchée par la peste noire. Ces deux événements entraînent des répercussions démographiques et économiques majeures au sein du royaume. Durant les siècles suivants, plusieurs trames au sein de la royauté, l'assassinat de certains rois de France comme Henri III et Henri IV, des affaires comme l'homme au masque de fer, alimentent la malédiction. Mais surtout la concordance des dates qui fait que 13 générations plus tard, l'apogée et la fin de la malédiction se situent au moment de la Révolution française qui voit la fin de la monarchie absolue, l'exécution du roi de France et le début d'une période de troubles en France. Bon, je dois vous avouer que cette soi-disant malédiction, Jacques de Molay ne l'aura en fait jamais prononcée. Ah, quel rebondissement donc. Antoine, qui est le coupable au final de cette sordide affaire de malédiction ? Eh bien, en réalité, cette malédiction serait l'invention d'un chroniqueur italien, Paolo Emilio. Cet humaniste du XVe siècle a écrit une série de livres relatant l'histoire de la monarchie française depuis ses origines. Cependant, l'étude de ce récit de 10 livres révéla que l'auteur se base sur une série de légendes et aurait accordé des discours aux personnages historiques alors que ces derniers ne les auraient même pas prononcés. C'est ainsi qu'il aurait mis dans la bouche de Jacques de Molay la fameuse malédiction des Templiers. Et comme beaucoup de rumeurs et de légendes historiques, cette dernière a traversé les siècles qui ont contribué à son exagération. Dans la seconde moitié du XXe siècle, une série de romans historiques de l'historien Maurice Druon remet au bout du jour cette malédiction. Mais il s'agit d'une série romanesque. Par conséquent, bien que des personnages et événements historiques précis soient traités dedans, la fameuse malédiction, romancée pour suivre le fil conducteur des livres, n'est qu'une légende, et en aucun cas l'histoire de France n'a été bouleversée par une malédiction prononcée par un moine sur son bûcher au XIVe siècle. Les coïncidences historiques et les amplifications des rumeurs ont conduit à la création du mythe de cette légende. Mais bien que la malédiction ne soit que la pure invention d'un humaniste italien, se prenant un peu trop pour un auteur de la Rome antique, je vous invite à lire cette fameuse série des Rois maudits de Maurice Druon qui mêle réalité historique et légende à la perfection. Bien que tout cela soit une légende, les mythes autour des Templiers continuent de vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Récemment, nous avons pu revivre au cinéma avec Pierre Ninet la légende du comte de Monte Cristo qui hérite du fameux trésor des Templiers, bien que ce dernier ait fini quelques siècles plus tôt dans les poches du roi de France. Pour la petite anecdote, la malédiction des Templiers va prendre tellement d'ampleur que c'est d'elle que l'on tire la fameuse superstition du vendredi 13, puisque l'arrestation des Templiers a lieu le vendredi 13 octobre 1307. Décidément, beaucoup de 13 pour une simple date. Merci beaucoup Antoine pour cette histoire très palpitante. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Un grand merci à toute l'équipe ainsi qu'à l'ESJ de Lille de nous donner la chance d'enregistrer dans ses locaux. Merci à vous de nous avoir suivis.
Ce podcast est à retrouver en intégralité sur YouTube et Spotify. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières exclusivités et des sorties des prochains épisodes. Tour d'Horizon, c'est aussi à retrouver sur Instagram, Tour d'Horizon Podcast. Et enfin, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Quant à nous, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. Nous vous donnons rendez-vous en janvier pour la 3e émission. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Tour d'Horizon.